crimes que la France paye très cher. L'assassinat de Kadhafi en Libye et le coup d'État contre le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Les deux affaires sont remarquablement similaires. Pour résumer, dans les deux cas, un président français en exercice a sciemment utilisé la force militaire française contre un pouvoir légitime d'un État tiers pour imposer un régime plus favorable à des intérêts privés et, semblerait-il, également pour éliminer des preuves de financement occulte de campagnes électorales françaises. Et ce sont les populations, tant françaises que libyennes ou ivoiriennes, qui en paient le prix humain, financier, sécuritaire et démocratique. C'est le cadre général, tant en Libye qu'en Côte d'Ivoire. Sur le cas libyen, nous avons régulièrement sur ce même plateau détaillé les conséquences migratoires catastrophiques pour l'Europe et la France depuis que le verrou libyen a été brisé. Nicolas Sarkozy devra en répondre devant la justice, pour l'instant du seul volet financier qui a conduit à l'assassinat du leader libyen avec la complicité des services secrets français, mais il devra également rendre compte tôt ou tard avec le fauteur de guerre BHL des conséquences mortifères pour le peuple libyen et pour l'Europe. Ces deux hommes ont du sang sur les mains et quelle que soit leur caste, ils devront rendre des comptes. Le cas de Laurent Gbagbo est lui aussi exemplaire. Il est socialiste, mais il est surtout francophile, historien, écrivain, catholique, patriote et n'appartient à aucune loge franc-maçonne. Ce qu'il désire plus que tout, c'est que la Côte d'Ivoire se libère de la France-Afrique que nous avons dénoncée dans notre dernière édition. Il veut aller, comme il le dit lui-même, au-delà des discours. Je cite: « Pour l'instant, il n'y a que des discours. Tant que les piliers seront debout, la présence de l'armée française, le franc CFA et le choix des présidents, la souveraineté des pays d'Afrique ne sera qu'un leurre et la France-Afrique, la réalité. C'est un anachronisme, un scandale tellement énorme, cette dépendance. » Fin de citation. Il va vite devenir l'homme à abattre, d'autant qu'il n'est pas prompt à accepter les exigences de Villepin ou de Chirac qui attendaient, selon ses propos, des valises de billets et pas des valises de francs CFA. Longtemps opposant à Félix Houphouët-Boigny, emprisonné pour cela par le Premier ministre de l'époque, un certain Ouattara, qui est désormais l'actuel président, il est élu à la présidence de la République de Côte d'Ivoire en 2000 face à Robert Guéhi. Dès lors, la France n'aura de cesse de lui faire quitter le pouvoir de gré ou de force. Dès 2002, il doit faire face à une tentative de coup d'État par des éléments armés par le Burkina Faso. Non seulement la France ne le prévient pas de l'attaque, comme Laurent Gbagbo le dira plus tard, bien sûr qu'ils ne m'ont pas prévenu puisqu'ils étaient dans le coup. Mais Michel Alliot-Marie, alors ministre de la Défense de Chirac, refuse de faire jouer les accords de défense pourtant imposés à l'indépendance en 1960 par Paris. C'est une affaire ivoiro-ivoirienne, dira-t-elle. Henri Emmanuelli, ancien président PS de l'Assemblée nationale, expliquera cette trahison par cette sentence, je cite, « Laurent Gbagbo a eu depuis le début un souci, faire de la Côte d'Ivoire un pays indépendant. C'est cela qui ne lui a pas été pardonné. » Pour Laurent Gbagbo, ce coup d'État est la conséquence directe d'une loi sur l'assurance maladie qu'il a fait voter. Une loi destinée à mettre en place deux caisses, une pour les paysans, une pour tous les autres travailleurs, financée par les bénéfices du cacao, du café, de l'EVA, mais aussi des mines de diamants et d'or. Les compagnies de la France-Afrique y voient une menace trop grande pour leur marge. Le coup d'État est donc lancé. La moitié nord du pays sera depuis cette date sous la domination de bandes de pillards et de rebelles. L'immigration de dizaines de milliers d'étrangers et la distribution de cartes d'électeurs visent à fausser le vote des Ivoiriens et à faire main basse sur le sud, Eldorado agricole et minier de l'Afrique. 30% de la population ivoirienne est, selon les dernières estimations, d'origine étrangère. En 2010, lors de l'élection présidentielle à Bouaké, fief de la rébellion et de Ouattara, on relèvera 250 000 votes exprimés pour 150 000 électeurs inscrits. Mais les événements ne vont pas assez vite. Pire, le régime légal de Laurent Gbagbo tient bon et avance vers la modernité. Décentralisation, création de conseils généraux qui s'attellent à la construction de lycées, de dispensaires, de routes. Les succès du Sud, sous le contrôle du pouvoir légal d'Abidjan, font rêver les Ivoiriens de la partie nord qui subissent les pillages et l'arbitraire des rebelles qui soutiennent Ouattara. Laurent Gbagbo est de plus en plus populaire. Si Laurent Gbagbo n'est pas dupe, il confiera depuis sa cellule à La Haye, je cite, « Pour anticiper les coupes d'État, il me suffisait de suivre les cours du cacao ». Il fait preuve de retenue, accepte de discuter même avec les rebelles, et malgré le double jeu du gouvernement français. L'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, saluera même le professionnalisme des opérations militaires de l'armée ivoirienne qui ne provoquent aucun dégât collatéral ni victime innocente. Il faut donc trouver un prétexte.
La première tentative majeure date du 6 novembre 2004. Deux Sukhoi de l'armée ivoirienne, pilotés par des mercenaires biélorusses, bombardent la zone de confiance, dénommée aussi ZOC, notamment à Man et Bouaké, et font 9 morts et 39 blessés parmi les soldats français. L'armée française réagit et détruit les moyens aériens de la Côte d'Ivoire, ce qui l'empêchera de lutter efficacement contre les rebelles. La force Licorne doit se lancer à l'assaut d'Abidjan. C'est la dernière partie d'un plan en 4 phases. Un plan qui a si bien réussi en Côte d'Ivoire que la France l'a appliqué en Libye et au Mali. D'abord, un appel à l'aide d'un gouvernement fantoche ou rebelle reconnu comme légal. Ensuite, une première promesse d'aide par l'organisation régionale qui se retrouve vite dépassée. Puis un mandat de l'ONU au nom de crimes contre l'humanité, viols, etc. Et enfin, l'intervention de la France sur le plan diplomatique, économique et militaire pour mettre en place les hommes choisis. Mais en 2004, la dernière partie cafouille. Des informations révélées par Wikileaks et des enquêtes de presse suggèrent une manipulation visant à justifier une action militaire contre Gbagbo. En 2016, la juge d'instruction française Sabine Kéris demande le renvoi devant la Cour de justice de la République, la CJR, des anciens ministres Dominique de Villepin, Michel Alliot-Marie et Michel Barnier, suspectés d'avoir permis l'exfiltration des mercenaires responsables de l'attaque contre les forces françaises. Pour Laurent Gbagbo, les services secrets français ont retourné son chef d'état-major, Mathias Doué, pour une attaque sous faux drapeau afin de légitimer la réaction française. Le parquet général près la Cour de cassation a indiqué n'avoir pas saisi à ce stade la commission des requêtes de la CJR. En 2011, alors que Laurent Gbagbo a remporté les élections de 2010, malgré les quelques 450 000 électeurs fantômes rajoutés dans le Nord, Ouattara et ses amis français décident de forcer les urnes. Ils contestent les élections, mais refusent de recompter les bulletins, qui sont détruits. Curieusement, le premier décompte avait été confié à une société française dont le directeur recevra un contrat de plus de 152 millions d'euros par le gouvernement Ouattara. Le 11 avril 2011, après 10 jours de combats à Abidjan et de bombardement de la résidence présidentielle par les forces spéciales françaises de la force Licorne et l'ONUCI, Laurent Gbagbo est arrêté en compagnie de son épouse Simone par les forces françaises. Ce n'est pas la fin des morts. Des centaines de civils seront arrêtés, torturés et exécutés par les complices de Sarkozy. La famille de Laurent Gbagbo, les militants, les ministres, les professeurs, des fonctionnaires. Autre victime de cet assaut, sans doute l'une des plus belles bibliothèques de livres classiques français de toute l'Afrique, seule richesse reconnue de Laurent Gbagbo et qui sera détruite par les bombes incendiaires françaises, tout un symbole. On peut se douter que les nouveaux maîtres de la Côte d'Ivoire ont mis le pays et les industries en coupe réglée. À commencer par Alassane Ouattara, l'ami intime de Nicolas Sarkozy, de Laurent Fabius et de Martin Bouygues, et aussi, aux surprises, de Georges Soros. Le moindre coupeur de route et assassin du Nord est devenu qui préfet, qui commandant de police, qui chef des armées ou président de l'Assemblée nationale. Les compétences comptent peu, c'est le nombre de fusils à disposition qui prime tout. Mais parlons des Français. Claude Guéant, l'ancien ministre de l'Intérieur et secrétaire général de l'Élysée de Nicolas Sarkozy, a installé une antenne de son cabinet d'avocats à Abidjan, où il fait des allers-retours fréquents pour développer ses affaires et celles de son gendre, Jean-Charles Charqui, devenu conseiller d'Alassane Ouattara. L'ancien ambassadeur de France au moment du putsch est devenu consultant et passe sa vie dans l'ombre de Ouattara. Les chefs militaires de l'opération Licorne sont devenus consultants et se sont vus confier la juteuse modernisation de l'armée ivoirienne. Il ne faut pas non plus oublier les fameuses annulations des dettes africaines. Ces dettes ne sont pas annulées, elles sont en fait privatisées. Les sommes dues et qui ont été payées par les contribuables français sont finalement payées à des entreprises privées du pays créancier pour réaliser des travaux dans le pays créditeur. Travaux largement surfacturés le plus souvent, les contribuables français sont volés de leur remboursement, les Africains spoliés de leurs investissements. Et généralement, les entreprises favorisées sont dirigées par de grands amis des présidents et ministres en place en France. Ils ne peuvent quand même pas exécuter Laurent Gbagbo, bien que un procès en Côte d'Ivoire, oui, mais sans lui, car il est trop populaire. À la Cour pénale internationale, ce sera mieux, surtout qu'elle est le parfait outil de justice des vainqueurs. Externalisé donc à La Haye pour un procès à charge et inique, le procureur a à sa disposition un budget de plus de 28 millions d'euros. La défense, 76 000 euros. L'une des principales sources d'accusation est l'association Human Rights Watch, qui est entièrement financée par Soros, ami de Ouattara. Malgré ça,
Par 2 fois, en 2016 et en 2018, le tribunal ne peut que constater l'absence totale de preuves dans le dossier du procureur. Aucun élément de preuve, aucun témoin fiable. Le 15 janvier 2019, Laurent Gbagbo est acquitté par la CPI de la totalité des charges portées contre lui après plus de 7 ans de prison préventive. Il reste cependant en résidence surveillée en Europe. La Belgique lui offre l'asile. Le temps, paraît-il, pour que le procureur puisse faire appel sur de nouvelles bases. Lui, qui n'a jamais réussi à monter un dossier alors qu'il a travaillé main dans la main avec Ouattara et les gouvernements français. Nous n'avons fait ici qu'effleurer ce sujet vaste et complexe qui pourrait servir de trame à une série d'espionnage et de géopolitique. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, qu'ils n'hésitent pas à lire l'ouvrage « Libre pour la vérité et la justice » de François Mattei aux éditions Max Milo. Il est le fruit des entretiens de l'auteur avec Laurent Gbagbo pendant ces 7 années de détention arbitraire. Publié quasiment à la veille de la libération du président ivoirien, ce livre est la preuve que Laurent Gbagbo a eu raison trop tôt. Mais il n'est pas dit qu'il ne revienne pas dans le jeu politique ivoirien, totalement blanchi des accusations portées contre lui, fort de ses réussites comme président et avec un programme toujours plus d'actualité. Il faudrait plus de chefs d'État comme lui en Afrique, conscients des atouts de son continent, préférant des relations saines avec la France plutôt que l'exigence d'une repentance perpétuelle imposée aux Français pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Une repentance qui n'est là que pour cacher le pillage de l'Afrique par des multinationales et imposer une invasion migratoire ruineuse et destructrice pour l'Europe. Défense de l'identité nationale, mise en œuvre d'un patriotisme social permettant de vivre et de travailler au pays, non-alignement, intégrité de ses élites politiques et économiques. Il faudrait peut-être aussi plus de Laurent Gbagbo en Europe. Il aura fallu que la polémique soit lancée par le vice-président du Conseil italien, Luigi Di Maio, du mouvement 5 étoiles, pour que les Français entendent parler du franc CFA. L'affaire est née le 20 janvier, quand Luigi Di Maio a déclaré à propos des migrants, je cite, « À partir d'aujourd'hui, ceux qui veulent débarquer en Italie, on va les emmener à Marseille. Je vais demander des sanctions contre les pays qui colonisent l'Afrique. La France imprime le franc dans les colonies pour financer une partie de sa dette. Pour laisser les Africains en Afrique, il suffirait que les Français restent chez eux. » Fin de citation. Le franc CFA, c'est le franc de la communauté financière africaine qui est le nom de 2 monnaies communes héritées de la décolonisation. Le franc de la communauté financière en Afrique pour le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Et le franc de la coopération financière en Afrique centrale pour le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad. 14 pays en tout, pas tous francophones et ni anciennes colonies françaises, parfois protectorats allemands, espagnols ou portugais. Créé par De Gaulle le 25 décembre 1945 avec Soustelle et Pleven, le franc CFA est un outil de réaffirmation de l'autorité de la métropole sur des zones qui ont échappé à son contrôle lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui pouvait se comprendre au lendemain de la guerre prend une autre tournure au moment de la décolonisation. Ce franc CFA, imprimé à Chamalières dans le Puy-de-Dôme, dans le fief de Giscard d'Estaing, ampute les pays qui l'utilisent de la marque de leur souveraineté. On gardera à l'esprit le parallèle avec l'euro. L'infantilisme financier et l'irresponsabilité dans lesquels ils sont encore tenus ont engendré des peuples d'assistés chroniques. Leurs chefs d'État sont devenus des mendiants et des voleurs pratiquant d'un côté une politique de révérence envers la puissance étrangère qui les protège et qui détient leur porte-monnaie et spoliant de l'autre leur population. Sans entrer dans les détails techniques d'un système complexe, il faut savoir que la quantité de monnaie délivrée à chacun des pays africains de la zone franc est contingentée et, dans l'absolu, la France peut à tout moment diminuer ou arrêter sa livraison de billets. Comme elle peut prendre la décision de dévaluer cette monnaie. Ce qu'elle fit en 1994 avec le FMI et les États-Unis, générant des conséquences très dures pour les États et les populations d'Afrique. Par ailleurs, pour se garantir, la France est habilitée à stocker et à gérer à Paris, pour les pays de la zone franc, 50% des devises provenant de leurs exportations sur des comptes d'opération. Elle en ponctionnait la totalité jusqu'en 1973 et l'équivalent de 65% jusqu'en 2005. Les recettes en devises du cacao, du café, de l'EVA, du pétrole, du coton, de l'uranium, de l'or, du diamant, du manganèse, des métaux rares, etc. vendus dans le monde entrent donc
pour une bonne part à la Banque de France et non dans les pays africains de la zone franc qui ont généré ces exportations. Un flux en dollars, livres sterling, yens et euros dont le Trésor français a la garde et place à son profit sur les marchés financiers internationaux. Autre confiscation très avantageuse pour la France, le dépôt de l'or africain dans nos coffres qui vient garantir ce franc CFA et qui s'ajoute aux réserves d'or de l'État français, nous permettant de figurer en bon rang parmi les États occidentaux dont les réserves d'or sont les plus élevées. Après les États-Unis, 8100 tonnes, l'Allemagne, 3400 tonnes, le FMI, 2800 tonnes et l'Italie, 2450 tonnes et devant la Russie, 2000 tonnes. Un avantage non négligeable en période de crise. Un bon moyen, par exemple, de rassurer les agences de notation et les marchés auxquels la France emprunte, de quoi boucler son budget. Enfin, le franc CFA constitue avant tout un levier politique qui permet une ingérence directe dans les affaires d'un pays. Il a suffi au gouvernement de Sarkozy de couper les robinets de la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest et de fermer les banques filiales de banques françaises en Côte d'Ivoire pour mettre Laurent Gbagbo en difficulté. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur le cas de la Côte d'Ivoire et de son président légitime, Laurent Gbagbo, dans une prochaine édition. En vérité, le franc CFA n'est pas un vestige de la colonisation, c'est une privatisation de la colonisation. Elle permet à nos dirigeants de corrompre les élites africaines, d'imposer la présence des multinationales comme Areva, Total ou Bouygues dans des marchés publics africains avec des fonds publics mais des bénéfices très privés. Et les pertes parfois magistrales, comme pour Areva, que nous avons déjà évoquées sur ce même plateau, si elles sont bien à la charge des contribuables français, n'empêchent en rien le versement de commissions bien juteuses. Ce sont les mêmes multinationales qui font venir la main-d'œuvre africaine en Europe, un sous-prolétariat déraciné de pays corrompus et ruinés, une masse d'esclaves qui a l'énorme avantage de faire baisser les salaires des Européens et de mettre à mal tous les systèmes sociaux de protection, maladie, retraite, famille et les services publics. En multipliant les bénéficiaires sans apporter de nouveaux contributeurs, l'équilibre est rompu, les systèmes de protection et les services publics ne fonctionnent plus. Du coup, les bénéficiaires légitimes, les seuls contributeurs, les deux souches, n'en veulent plus et le privé peut prendre la relève et empocher de juteux bénéfices. Les délires complotistes, Charlie Hebdo, dans son édition du 27 octobre 2004, citait des propos tenus par Renaud Dutreil, alors ministre de la fonction publique, le 20 octobre à Paris, lors d'un déjeuner-débat de la Fondation Concorde. Je cite, « Le problème que nous avons en France, c'est que les gens sont contents des services publics. L'hôpital fonctionne bien, l'école fonctionne bien, la police fonctionne bien. Alors, il faut tenir un discours, expliquer que nous sommes à deux doigts d'une crise majeure, mais sans paniquer les gens, car à ce moment-là, ils se recroquevillent comme des tortues. » C'était en 2004, on mesure le chemin parcouru en 14 ans. Pour que l'Europe demeure aux Européens, il faut rendre l'Afrique aux Africains, ce qui permettra de rendre les Africains à l'Afrique. Le patriotisme social et économique que le Parti de la France veut installer dans notre pays est aussi la solution pour un développement indépendant des pays africains. Nos relations avec nos anciennes colonies est certes nécessaire pour des raisons géopolitiques et géostratégiques, mais elles doivent se faire dans l'intérêt des peuples souverains sur chacun des deux continents et non pour les bénéfices de leur caste dirigeante, qu'elle soit politique ou économique.